Bonsoir et bienvenue dans ce dernier café européen de l'année avec toutes nos excuses pour ce petit retard dû à un problème technique. Encore toutes nos excuses. Donc ce soir, notre sujet sera l'industrie agroalimentaire peut-elle être verte? Vaste question, notamment dans le cadre du pacte vert européen, qui est l'une des pardon, l'un des objectifs phares de l'Union européenne et de la Commission européenne depuis 2019. Donc, notre invité ce soir est Monsieur Benoît Bousquet, ingénieur expert à la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Crédit Agricole SA. Bonsoir Benoît. Bonsoir Astrid. Merci de votre patience et merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, je rappelle le principe du café européen. Vous allez, Benoît, nous expliquer pendant une vingtaine, trentaine de minutes, répondre et nous donner des éléments de réponse à la question posée. Donc, l'industrie agroalimentaire peut-elle être verte? Et ensuite, nous reviendrons avec des questions qui auront pu être posées dans le fil des conversations, donc par les auditeurs. Donc, les auditeurs, vous pouvez poser vos questions sur le fil des conversations tout au long de l'exposé, et nous les poserons ensuite à Monsieur Bousquet. Donc, pendant la petite demi-heure ou en tout cas le temps d'échange qui se passera après son exposé. Voilà, si tout est clair, je vais vous laisser la parole, Benoît, et encore avec toutes nos excuses pour ce retard dû à un problème technique. C'est à vous. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On va effectivement un petit peu évoquer et creuser un peu cette question que je trouve pas facile. C'est une question même que je dirais un petit peu piège parce que je crois qu'avant tout, elle montre quand même une vraie inquiétude. Une inquiétude qui sous-tend cette question, c'est que c'est pas évident. A priori, on pourrait se dire c'est quand même un petit peu embêtant parce que nous autres citoyens, le regard spontané qu'on pose sur l'industrie agroalimentaire, si elle n'est pas verte, c'est quand même embêtant puisque par définition, on serait en droit d'exiger énormément de cette industrie agroalimentaire puisqu'elle produit des choses que nous mangeons. Donc on aimerait quand même que les produits qui en sortent soient issus d'une industrie qui est verte. Alors, je pense que la première des choses, c'est de définir ce que c'est qu'une industrie verte. Vert, c'est un adjectif qui est utilisé dans beaucoup de choses maintenant, qui a un sens très élargi depuis des dizaines d'années. On pourrait dire que vert, ça veut dire propre, mais le mieux, c'est de trouver un peu une définition. Alors, j'en ai trouvé une de l'industrie verte en général, et pas simplement de l'industrie agroalimentaire verte, mais l'industrie verte en général. Et je vais vous la citer parce que je pense que on va partir de là pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, une industrie verte, c'est une industrie dans laquelle la production et le développement industriel s'opèrent, fonctionnent dans le respect de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, le respect de l'environnement? Ça recouvre en fait trois enjeux qui sont tout à fait précis et qu'on retrouve beaucoup en ce moment dans de grandes discussions. Le premier enjeu, c'est le milieu naturel, c'est-à-dire le respect du milieu naturel. Vous construisez une usine, vous faites en sorte que le milieu naturel dans lequel cette usine est construite, l'environnement immédiat, eh bien, il reste propre, il reste préservé, il reste à la limite dans l'état dans lequel il était avant. Le deuxième point, ensuite, c'est les êtres humains, leur santé. C'est-à-dire que les produits qui vont sortir de cette industrie, ce sont des produits qui ne sont pas mauvais pour la santé et qui sont même plutôt bons pour la santé. Et puis le troisième point, qui est très important aujourd'hui, parce qu'il est évident qu'on y pense toujours, c'est le problème du climat. C'est-à-dire que toute industrie, elle génère un certain nombre de choses, de la chaleur, des gaz, etc., qui ont tendance effectivement à modifier le climat. Alors, je vais reprendre un peu ces trois éléments pour voir un petit peu ce que ça signifie. Donc l'environnement proprement dit, donc ne pas mettre en péril la santé des écosystèmes naturels, et on va voir que ça va très loin, on va le voir un petit peu plus loin, ne pas les bouleverser et surtout assurer leur durabilité, faire en sorte que, je vais prendre une image un petit peu bucolique, si vous installez une usine à côté d'une forêt dans laquelle il y a un certain nombre d'espèces d'oiseaux, de mammifères, etc., on revient 30 ans après, il y a toujours la même quantité d'espèces d'oiseaux, ils sont toujours là, ils sont toujours en même nombre, les insectes pareil, etc. Le deuxième point, c'est la société des hommes, donc la santé des populations humaines. Alors, évidemment, ça prend un sens très fort. Il faut non seulement que les produits soient sains, mais même qu'ils soient, si possible, améliorateurs de la santé des gens.
Et puis enfin le climat, alors moi je ne parle pas tellement de réchauffement climatique, je parle plus volontiers de changement climatique. Pourquoi? On pourrait dire c'est parce qu'ils ne croient pas au réchauffement, non c'est pas du tout ça, je crois assez au réchauffement, mais je trouve que changement climatique c'est beaucoup plus large. Le réchauffement climatique, c'est une donnée qu'on a tous en tête parce qu'effectivement, c'est facile à se dire, 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, ça fait peur. Mais plus généralement, il y a le climat, c'est pas simplement une question de température. On l'a vu il y a quelques jours avec ce qui s'est passé aux États-Unis, où vous avez une soixantaine de tornades qui sont passées en 2 jours sur un certain nombre d'États américains, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. De toute évidence, on pense à juste titre que c'est peut-être lié effectivement à des changements climatiques qui semblent un peu irréversibles. Donc j'allais dire, on n'y est peut-être pas encore arrivé, mais une chose est sûre, toute industrie aujourd'hui, à plus forte raison industrie agroalimentaire, elle doit faire en sorte que tous ces éléments soient préservés et que on ne touche pas de façon significative à des choses qui fonctionnent depuis des siècles. Voilà. Donc on arrive un petit peu, d'abord une première conclusion, c'est que l'industrie alimentaire, elle doit être verte comme toute industrie. La question pour l'instant, c'est pas encore si elle peut être verte, mais si elle doit l'être. Même si on peut estimer que le verdissement des industries agroalimentaires est prioritaire, la règle s'applique à toute industrie. Les industries qui produisent de l'énergie, qui produisent du pétrole, qui produisent des carburants, qui produisent des plastiques, etc. Il faut qu'elles soient vertes au maximum. Ensuite, les industries agroalimentaires, on pense toujours à les aliments, mais malheureusement, il n'y a pas que les aliments. Les industries agroalimentaires, elles ont besoin de tout un tas de choses. Elles ont besoin d'emballages, par exemple, et les emballages, c'est aussi générateur de pollution, c'est générateur de choses qui peuvent détruire les 3 éléments que j'ai dit. Elles ont besoin de circuits ventes, de publicité, donc elles vont utiliser Internet, et maintenant on commence à comprendre que Internet aussi génère des éléments négatifs pour ces 3 éléments qui encore une fois sont la nature, le climat et l'homme. Ils ont besoin de systèmes de voirie, de traitement des effluents, et puis enfin l'aliment lui-même est périssable, donc il faut le gérer avec la façon la plus optimale possible. Donc l'industrie alimentaire, je dirais, elle est contrainte au verdissement. Donc finalement, pour répondre à la question, on a envie de dire, l'industrie alimentaire, elle se doit d'être verte, peut-être plus encore, pour elle, c'est une évidente obligation que pour toute autre industrie, parce qu'encore une fois, c'est vrai que quand on produit des plastiques, on se dit, les gens ne vont pas manger des plastiques, c'est peut-être pas forcément très grave, j'allais dire, au niveau de leur santé directe. Par contre, les aliments que vous introduisez dans votre alimentation, là, c'est beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Il existe quand même aujourd'hui des règles quand même qui sont très très strictes, qui encadrent la production alimentaire sur le plan de l'environnement. Et ces lois, elles s'appliquent en France, mais elles sont aujourd'hui dictées d'abord par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup de domaines, et je pense que dans beaucoup de cafés européens ça a été dit, nous arrivons très vite à l'idée qu'il y a des règles, et que ces règles, elles sont dictées par l'Union européenne, et elles sont ensuite traduites, comme on dit, elles sont déclinées dans les pays, en particulier la France. Alors je vais prendre un exemple qui va peut-être vous paraître un petit peu surprenant, parce que vous n'avez pas spontanément l'idée que c'est de l'industrie agroalimentaire. C'est tout simplement l'exploitation agricole. L'exploitation agricole, c'est aussi de l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on prendra des exemples beaucoup plus précis, beaucoup plus liés à l'industrie agroalimentaire telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire une entreprise qui va transformer de l'aliment. Mais sur l'exploitation agricole aujourd'hui, vous ne faites pas de l'agriculture n'importe comment, vous avez déjà des règles très strictes en matière, notamment, par exemple, de distance. Lorsque un agriculteur doit épandre des produits phytosanitaires, des pesticides ou bien des engrais, il doit respecter aujourd'hui une distance minimale entre l'endroit où il épand ses engrais, donc a priori son champ, et puis les lieux d'habitation. Il y a même des discussions en cours qui sont assez vives entre les pouvoirs publics qui veulent appliquer donc des règles européennes et puis les syndicats de producteurs, disons-le clairement, les syndicats agricoles sur ces distances. On est à 5 mètres actuellement sur la plupart des produits et puis l'État voudrait faire passer la chose à 10 mètres. Mine de rien, retirer 5 mètres sur le champ pour les écarter de la possibilité d'avoir des produits phytosanitaires qui vont permettre de booster, de dynamiser la production, ça peut coûter de l'argent aux producteurs. Donc il y a des discussions très fermes, mais l'État, lui, il dit il faut appliquer les règles. Autre cas d'exemple en agriculture, l'épandage du lisier. On va prendre l'exemple de l'élevage.
On le sait, bien sûr, les animaux, ils produisent du lisier, ils produisent ce qu'on appelle des effluents. Et cet épangeage de lisier, autrefois, si vous avez remonté à 60 ans en arrière, ma foi, on le mettait dans le champ d'à côté, on le mettait où on pouvait, on le mettait dans la mare, et voilà, et puis on faisait avec. Mais évidemment, on n'avait pas d'élevage intensif. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autorisation d'exploiter un élevage intensif si vous n'avez pas fait la preuve que vous avez un débouché vraiment pour les effluents. Et ça peut aller très loin, on le sait peut-être pas assez, mais aujourd'hui, en Bretagne, où il y a beaucoup d'élevage porcin, eh bien, il y a des contrats de longue date entre la Bretagne et puis des régions qui sont beaucoup plus à l'est de la France, où il n'y a pas d'élevage porcin, mais où il y a la place d'étendre des lisiers porcins, de façon à ce que, ces lisiers soient évacués, et en plus ils soient utilisés à bon escient, c'est-à-dire dans des endroits où ils ne vont pas submerger et risquer de saturer des espaces ruraux. Et donc, effectivement, les opérateurs qui vont gérer les lisiers de ces élevages porcins, ils se situent quelquefois très loin, en général plutôt dans l'est de notre pays, dans des régions telles que la Lorraine, etc. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple d'un mot plus trivial et je vais tout de suite aller sur l'essentiel, peut-être parce que je suis un peu spécialiste de ces questions au Crédit Agricole, parce que je m'occupe beaucoup des productions animales. L'exemple le plus trivial, c'est l'abattoir. Voilà. L'abattoir, on imagine quoi? Qu'on se dit on va abattre l'animal, et puis après on va faire partir la viande d'un côté, on va faire partir quelques abats aussi qui vont être nourris, et puis le reste, ma foi, les gens ne s'en préoccupent pas. Sauf que tout ça, malheureusement, c'est pas vrai du tout, et heureusement ce n'est pas vrai du tout. Chaque partie de l'animal dispose d'un espace qui lui est dédié à l'intérieur de l'abattoir, et ensuite il aura une destination précise. Tant que cette destination n'est pas assurée, tant qu'on n'arrive pas au bout de la logique d'évacuation et ensuite de traitement de chacun de ces produits, l'abattoir n'a pas le droit de fonctionner et il n'ouvrira pas. Il y a le muscle, bien sûr. Bon, là, a priori, le muscle, c'est assez simple. Il va aller dans les boucheries, dans les différents endroits où on va vendre de la viande. Les différents abats, dont le sang, qui n'est pas n'importe quel abat, c'est un abat qui est assez difficile à traiter. Vous avez les boyaux, qui sont aussi utiles. Vous avez les peaux, bien sûr. Et puis, bien sûr, tous les os useux qui vont servir à nettoyer la carcasse de l'animal au fur et à mesure de son découpage. Les installations de traitement des effluents d'un abattoir industriel, elles doivent être dimensionnées en conséquence. Aujourd'hui, vous avez des abattoirs qui abattent peut-être plusieurs dizaines de milliers d'animaux tous les mois. Les plus gros abattent plusieurs centaines de milliers d'animaux par an. Ils ont des installations qui correspondent à l'installation de voirie d'une ville de taille moyenne, de 20 à 30 000 habitants. Et c'est normal. Il y a seulement 50 ans, lorsque vous construisiez un petit abattoir, vous disiez c'est la commune qui va gérer. Très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et qu'il fallait des installations dédiées à l'abattoir lui-même. Si on reprend ce qui se passait il y a 50 ans, on va prendre 1970. 1970, à l'époque, vous aviez pas simplement des abattoirs. On l'a un peu oublié tout ça, mais il y avait ce qu'on appelait des tueries. C'est-à-dire que vous aviez des endroits qui en général étaient gérés par des bouchers. Le boucher avait sa boucherie dans un village, et puis à l'arrière de la boucherie, il avait ce qu'on appelait une tuerie, c'est-à-dire une salle où l'animal était amené, l'animal était abattu, saigné, découpé par le boucher. Il savait tout faire, le boucher, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus spécialisé, les métiers. Vous aviez à peu près 3000 tueries en France pour à peu près 1200 abattoirs. Et puis on s'est très vite rendu compte que c'était plus possible de gérer autant de sites différents, mal gérés, etc. L'Europe est passée par là. Et aujourd'hui, de toute manière, c'est d'autant plus impossible que dans les années 80, il a été absolument interdit, et c'est désormais interdit, d'abattre un gros animal. Un gros animal, c'est un bovin, ovin ou porcin. Vous pouvez encore abattre dans votre jardin ou dans votre arrière-cuisine une volaille, ça c'est encore permis. Mais sinon, il faut un abattoir agréé pour aller abattre n'importe quel gros animal. Alors, ça construit, c'est pour donner un exemple, mais ça signifie par exemple qu'un éleveur qui dit moi je veux pouvoir gérer ma propre viande, ce qui est très méritoire, ça lui permet d'avoir des circuits courts. Certes, il va pouvoir la gérer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir proposer certainement dans sa ferme par exemple des quartiers de vin, si jamais il fait du mouton, c'est très bien. Mais cet ovin, il faut le savoir, il sera quand même passé par un abattoir agréé. Et des abattoirs agréés, maintenant, il n'y en a plus 1200 comme il y a 50 ans, pas plus qu'il reste de tueries, il en reste à peu près 200 à 250. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a 50 ans, la plupart des abattoirs étaient publics.
Et il reste effectivement quelques abattoirs publics, c'est-à-dire qu'ils appartenaient aux communes. D'ailleurs, il y a eu une grande époque de la prise en charge par les communes de ces abattoirs parce qu'on se rendait bien compte que c'était un service d'utilité publique. Aujourd'hui, les 2 tiers des abattoirs sont privés. Ils sont très gros, ils appartiennent à des spécialistes, des industriels de l'abattage. Ils sont malheureusement ou heureusement incontournables, mais ces abattoirs sont extrêmement modernes, sont extrêmement surveillés. Vous imaginez qu'un abattoir qui appartient à un très gros groupe, comme par exemple Bigard ou bien la Copperle en Bretagne, ce sont des abattoirs qui sont extrêmement surveillés par les pouvoirs publics et ils sont parfaitement aux normes et ils sont sûrs qu'effectivement il ne va pas se produire des choses, sauf exception parce que quelqu'un aura été négligent à un moment donné précis, mais dans la plupart des cas, dans 99,9% des cas, voire plus, il n'y aura pas de problème. Et effectivement, ça permet, avec aussi peu d'abattoirs, de contrôler véritablement la façon dont se passe cet acte qui reste quand même très trivial, qui consiste à prendre un animal vivant, qui respire, qui consomme, et d'en faire une carcasse morte qui va servir à la consommation humaine. Donc il faut faire extrêmement attention à cet aspect-là. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est plutôt du côté des abattoirs publics, des petits abattoirs publics qui subsistent. Pourquoi subsistent-ils? Parce qu'il y a des endroits en France qui sont quand même assez isolés, où malheureusement il y a de l'élevage, bien sûr, heureusement, mais pour abattre ces animaux, il faut quand même les faire arriver pas trop loin, parce qu'on ne peut pas faire voyager un animal, lui faire traverser la France entière pour le faire abattre, le moins possible. Et donc il va être abattu à l'abattoir d'à côté. L'abattoir d'à côté, c'est un petit abattoir public qui est géré par la commune, ou par la communauté de communes en général, parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Et puis, c'est pas forcément là que la sécurité est la plus grande, la sûreté est la plus grande. Et lorsqu'on voit ces fameuses vidéos faites par une association qui se bat contre l'abattage, la maltraitance des animaux, ils font des visios dans des abattoirs. Vous remarquerez que c'est jamais dans des grands abattoirs modernes qu'ils arrivent à filmer. C'est pas simplement parce qu'ils n'y arrivent pas à y rentrer, c'est aussi parce que c'est pas là qu'ils trouveront véritablement leur message. C'est plutôt dans des abattoirs qui sont un petit peu négligés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est arrivé finalement dans les dernières années vers beaucoup plus de professionnalisation des différentes étapes, des contrôles de plus en plus stricts et une automatisation maximale pour éviter toute erreur humaine. Et puis bien entendu aussi, ça permet de faire des économies d'échelle pour compenser les surcoûts liés au contrôle, parce que finalement, les contrôles, par définition, il faut bien que quelqu'un les paye. Les pouvoirs publics, bien sûr, en prennent un petit peu leur charge, mais en général, ils le font payer par les abatteurs eux-mêmes. Quelquefois, évidemment, c'est le consommateur qui va le payer, mais le consommateur, on le sait bien, est quand même très exigeant. Il n'a pas envie de payer plus cher le plaisir. Donc finalement, on essaie de trouver des tas d'économies d'échelle par ailleurs. Voilà, alors c'est important de dire qu'aucune industrie agroalimentaire n'échappe à ces règles. J'ai parlé de l'abattoir parce que je pense que c'est ce qui vient le plus facilement à l'esprit. J'aurais parlé des entreprises qui font de la viennoiserie, ça aurait été pareil. Elles vont pas, ça va être moins sale a priori de gérer, mais enfin, une viennoiserie, une industrie, une usine qui fabrique des viennoiseries industrielles, elle va quand même consommer du beurre en grande quantité, donc c'est quand même un produit qui n'est pas extrêmement propre. Elle va ensuite consommer énormément d'électricité, elle va consommer des combustibles parce qu'il va faire cuire les produits. Tout ça, de toute manière, ça pollue et donc effectivement, il faut le gérer au mieux. Ça, c'est pour la partie environnement extérieur. Faire en sorte qu'effectivement, rien ne sorte qui ne soit, j'allais dire encore une fois, pré-programmé pour aller à un endroit où il doit aller pour être le moins polluant possible. Donc, j'allais dire, on peut imaginer, et on le voit d'ailleurs, des usines maintenant à la campagne où ça se passe bien, parce que tout est géré, parce que, encore une fois, c'est extrêmement surveillé. Une petite remarque à ce sujet, parce que je pense que c'est quand même anecdotique, lorsqu'on se promenait en Bretagne il y a à peu près une trentaine d'années, et là aussi c'est de l'industrie alimentaire, dans certaines régions on sentait quand même de très mauvaises odeurs. On arrivait pas très loin des ateliers porcins et on sentait des choses fort désagréables. Aujourd'hui, si vous allez en Bretagne, eh bien toutes ces odeurs ont pratiquement disparu. Parce que on a modernisé tous ces ateliers d'élevage et d'engraissement de porcins ou de volailles, et que en les modernisant, on a utilisé d'autres matériaux qui savent mieux protéger, mieux valoriser. On a rendu les animaux beaucoup plus propres et en définitive, bien sûr, les animaux n'ont pas cessé d'émettre des émanations désagréables, simplement elles sont là aussi bien gérées. On pense toujours à ce qui est solide, à ce qui est liquide, mais il y a aussi le gazeux. Tout ça a été traité et il y a des produits pour ça, il y a des pièges à odeur qui permettent de redécomposer effectivement les produits, donc il y a quand même un gros travail qui a été fait. Alors le deuxième aspect, c'est la santé humaine. Alors la santé humaine,
Alors je vais prendre je vais faire une formule qui me fait dire c'est quand même un gros dilemme parce que pour pouvoir améliorer la diététique des produits, il n'y a pas de mystère. Les industriels s'y attellent, bien entendu. Il s'agit en fait de réduire, par exemple, essentiellement trois types de produits à l'intérieur des produits alimentaires, qui sont les sels. Comme chacun sait, manger trop salé, c'est mauvais pour le cœur. Les glucides, manger trop de sucre, c'est pas bon. Et puis les lipides, manger trop de graisse, c'est pas bon. Alors c'est un petit peu un dilemme parce que le sel, les glucides et les lipides, ils ont une qualité malgré tous leurs défauts, c'est que c'est ce qui donne le goût. Donc ce qui donne le goût est aussi ce qui est néfaste à la santé. Le gras du beurre, le gras du cochon, le sel des charcuteries, le sucre des biscuits. Voilà, on peut, j'allais dire, en permanence s'interroger sur ces produits-là. Moi, ce que je constate, c'est que les industriels de l'agroalimentaire cherchent en permanence, comment dirais-je, à alléger leurs produits, c'est le mot qu'on peut utiliser, tout en essayant de préserver le goût. Alors, on y arrive plus ou moins. Le sucre, on y arrive. Il y a des édulcorants qui peu à peu remplacent le sucre, ou qui se substituent en partie à lui, qui permettent d'avoir des produits qui ont vraiment bon goût. Les graisses, c'est déjà beaucoup moins facile. Le sel, on y arrive un peu. La charcuterie sont nettement moins salées qu'autrefois. Et on arrive quand même à conserver des goûts. Et puis, quelquefois, on peut jouer aussi sur les types de sel comme on joue sur les types de sucre, ou d'éléments sucrants plutôt. La graisse, c'est beaucoup moins facile. Et de ce point de vue-là, là aussi, il y a toute une querelle qui est en cours. Je parlais tout à l'heure de la querelle sur les mètres à mettre entre l'espace que l'on couvre de produits nécessaires pour aider la plante à pousser, pesticides, phytosanitaires et engrais, et puis les habitations. Il y a un autre produit en ce moment c'est un outil cette fois-ci qui pose un problème, c'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. Qu'est-ce que c'est le Nutri-Score? C'est un outil très simple qui consiste à classer un produit alimentaire en fonction de sa teneur justement en lipides, en glucides, en sel. Et évidemment, il a tendance à mal classer des produits qu'on considère comme très bons. Le beurre, par exemple, a un Nutri-Score tout à fait déplorable, ce qui est normal parce que le beurre, c'est 85% de graisse. Le reste, c'est même pratiquement que de l'eau. Donc le beurre n'aura jamais un bon Nutri-Score, là, c'est plus du beurre, il faut choisir. Mais à ce moment-là, on passe à certaines margarines allégées, etc. De même, récemment, il y a eu une querelle très intéressante sur certains fromages d'appellation. Alors je vais en citer un parce qu'il a beaucoup fait des grands titres, ça a été le Roquefort. Le Roquefort est un fromage qui a évidemment une identité très forte, qui est aimé d'un certain nombre de gens. Et le Roquefort, le Nutri-Score lui donne aussi un très mauvais score parce que c'est un fromage qui utilise pas mal de produits, pas mal de lipides, contient beaucoup de lipides. Alors en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire du Nutri-Score? Pour ceux qui l'ont créé, qui sont des diététiciens, le Nutri-Score est là pour indiquer une teneur. Ils disent, voilà, pour 100 grammes de ce produit, voilà la note que je lui donne, et ça, j'allais dire, c'est scientifique. Et puis, les producteurs d'agroalimentaire, ils voudraient faire du Nutri-Score un produit qui offre une note beaucoup plus large en disant oui, d'accord, c'est un produit qui est un petit peu gras, un peu trop salé, mais à côté de ça, c'est un produit qui est très naturel, qui est fait sans ajout de produits chimiques et qui, en plus, est le résultat d'une tradition multiséculaire. Bon, je crois qu'il faut être clair. On fait l'un ou on fait l'autre, mais on ne fera pas les deux. Moi, personnellement, ça ne m'empêchera pas de manger du Roquefort, de savoir qu'il a une mauvaise note. Je tâcherai de pas en abuser, bien entendu, parce que je tiens un petit peu à préserver ma santé. Mais le fait d'avoir une mauvaise note n'a pas pour objectif de dire aux gens ne mangez pas, il a pour objectif de prévenir les gens sur pensez à équilibrer votre repas. Ne rajoutez pas sur votre tartine au Roquefort du beurre. Voilà. Ce sera très bien de prendre votre activité avec du Roquefort. D'abord, vous savourerez mieux le Roquefort. Et puis ensuite, si vous voulez vraiment du beurre sur votre Roquefort, choisissez autre chose qui ressemble à quelque chose qui contiendrait quelque chose d'équivalent. Mais ça n'a rien à voir. Il faut choisir un autre produit, sachant que les gens de l'industrie agroalimentaire n'ont jamais fini de trouver des nouveaux produits. Voilà, donc la santé humaine, c'est important aussi, mais ce qui est un petit peu dommage peut-être qu'on pourrait dire, c'est que les industriels de l'agroalimentaire, ils sont un peu tiraillés entre la préservation de la sincérité de leurs produits et puis le besoin de répondre à une demande sociétale qui est pas toujours très claire, qui n'est pas toujours très objective. Les gens disent je veux absolument pas de graisse. Le bon exemple que je donne souvent, c'est le porc. Une côte de porc de base contient effectivement de moins en moins de graisse parce qu'on élève des porcs de telle manière qu'on les abat, ils ont le moins de graisse possible.
Sauf que, évidemment, si vous la faites cuire à la poêle, une côtelette de porc, il va pas rester grand-chose parce que ce qui donne le goût, c'est la graisse. Il n'y a pas de mystère. C'est la graisse qui, à la cuisson, provoque ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui donne ce goût très particulier, qui est tout à fait appétissant. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes séduits par ce goût-là. Nous sommes séduits par ce goût-là parce que, historiquement, nous avions besoin de graisse. On en a peut-être un peu moins besoin maintenant parce qu'on est très bien nourris, mais nos ancêtres, il y a quelques décennies, voire plutôt quelques siècles, ils étaient avides de manger de la graisse parce qu'ils savaient que c'était le bon moyen de tenir les périodes difficiles, notamment l'hiver. Donc voilà, les industriels sont bien conscients de ça et ils essayent au maximum de chercher un peu ce que j'appellerais la quadrature du cercle entre des produits qui sont bons diététiquement et des produits qui sont bons gustativement. Mais encore une fois, malheureusement, c'est très très difficile à faire. Alors le troisième point, et je voudrais un petit peu terminer là-dessus avant de laisser les questions, c'est la préservation du climat. Alors, il y a un mot qu'on a beaucoup à l'esprit, qu'on entend énormément, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Alors qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? Ça concerne absolument tout le monde, les industriels, les pays, les nations, etc. Et toutes les industries, et j'allais dire tout le monde, y compris nous, comme consommateurs. Nous sommes quand même presque 8 milliards d'hommes et nous émettons aussi nos propres gaz à effet de serre. La neutralité carbone auquel on espère arriver, c'est le jour où une usine, une ville, un pays arrivera à ne pas émettre plus de carbone qu'elle n'arrive à en capter et en retirer de l'atmosphère. Voilà. Et l'une des idées qu'on a avec l'idée du réchauffement climatique ou du changement climatique, c'est que le jour où on en sera à la neutralité carbone, on va stopper l'évolution du climat qui n'est pas souhaitable et qui va vers un changement climatique avec des conséquences un peu dangereuses pour la planète. Alors cette neutralité carbone, on va le rappeler rapidement, l'Europe a dit qu'elle espérait bien pouvoir l'atteindre, je crois, une ambition à 2030, ce qui est quand même très ambitieux parce que nous sommes déjà en 2021, bientôt en 2022. On a déjà baissé notre émission de produits. Alors le carbone, c'est pas que du gaz carbonique, hein, c'est aussi d'autres produits qui sont des gaz à effet de serre, etc. Mais on l'a déjà pas mal baissé, hein, alors qu'on a augmenté notre consommation, pas tellement notre population, mais notre consommation depuis 15 ans, on a effectivement baissé, je crois, de 15 à 20%. Mais encore une fois, on est quand même émetteur net au niveau européen. On espère être en neutralité d'ici à peu près 10 ans, ce qui encore une fois est très ambitieux. Si vous prenez des pays qui sont beaucoup plus pollueurs que nous, à la fois parce qu'ils ont une très forte population, donc évidemment ils sont plus nombreux, ou bien alors parce que ils ont un petit peu moins que nous l'idée de réduire, ou ils pensent qu'ils ont encore le temps et l'espace pour ça. D'un côté les États-Unis qui ont le temps et l'espace et les moyens, de l'autre côté la Chine ou l'Inde qui ont des populations considérables, eux ils se fixent tous des échéances. Et ça c'est très intéressant. Les plus récents ça a été la Chine qui a fixé le plus récent ça a été la Russie qui a fixé une échéance à 2060 comme la Chine. L'Inde a été le dernier à venir. Alors l'Inde c'est très difficile, évidemment une population très importante, des très mauvaises habitudes en termes d'évolution, mais en même temps les Indiens, un peu comme les Chinois, ont beau jeu de reprocher aux pays développés de dire attendez, vous nous demandez de faire des efforts, mais c'est vous qui avez pollué la planète en premier. Faites d'abord des efforts et nous on suivra peut-être. L'Inde annonce espérer atteindre la neutralité carbone en 2070. Mais ce calcul de la neutralité carbone, il peut se faire aussi au niveau d'une usine. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui disent sur telle usine, j'espère bien atteindre la neutralité carbone dans 3-4 ans. Donc ça signifie qu'ils vont ils vont pas forcément réduire bien sûr leur émission de gaz à effet de serre, mais ils vont, j'allais dire, la compenser par exemple en faisant des plantations, en contribuant à des plantations d'arbres qui vont piéger le gaz carbonique ailleurs. Parce que l'idée c'est de faire un calcul au niveau, au-delà même de l'endroit où il se trouve. Et ça n'est pas simple à analyser, parce que quand on prend un industriel de l'agroalimentaire, il va avoir tendance à regarder ses outils. Il va dire, voilà, j'ai une usine qui se trouve à tel endroit, on a fait des calculs, elle émet tant de gaz à effet de serre, je vais essayer de réduire, on va faire en sorte de piéger ça, de le stocker, de le retirer, etc. Mais ça n'est pas forcément simple parce que malheureusement, cette usine, elle va faire venir un certain nombre de choses de l'extérieur. Et lorsqu'elle veut faire son vrai calcul d'empreinte carbone, il va falloir qu'elle fasse son empreinte carbone à elle, mais qu'elle fasse aussi l'empreinte carbone des produits qu'elle va importer. Alors là aussi, je vais terminer sur cet exemple, et puis on laissera les discussions venir là-dessus. C'est celui de la viande. Nous importons de la viande. Nous exportons de la viande, mais en gros, en France en particulier, nous sommes un peu importateurs de viande. Une partie de sa viande vient du Brésil.
Alors on peut se dire, bon ben voilà, on consomme de la viande qui vient du Brésil. Les industriels brésiliens nous disent, pas de problème, vous savez, les animaux que nous abattons pour vous fournir de la viande, ce sont des animaux qui sont sur des prairies, qui sont de très longue date, qui existent au Brésil, et on n'a pas déforesté le Brésil pour ça. Alors on a dit oui, très bien, effectivement, pourquoi pas. Et puis on a été regarder de près, et on s'est aperçu quand même que les industriels brésiliens, ils élèvent des animaux, et puis pour pouvoir vendre de la viande à l'étranger, ils sont obligés quand même de compléter leur troupeau avec des animaux qu'ils vont acheter à d'autres industriels que nous, on ne connaît pas. Malheureusement, ces industriels, eh bien, une partie de leurs animaux vont aller sur des terres qui ont été défrichées récemment. C'est-à-dire que nous savons que très indirectement, nous contribuons à continuer à déforester la forêt brésilienne. Et ça, c'est un vrai problème. À tel point d'ailleurs que, dans le doute, on s'abstient. Et très récemment, je terminerai un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est très intéressant, des grands distributeurs français, je crois que c'est Carrefour et Auchan récemment, ont dit qu'ils n'achèteraient plus de viande brésilienne tant qu'il n'y aurait pas la preuve formelle que cette viande n'a pas été fournie, ne vient pas d'animaux qui ont été mis en pâture sur des champs récemment créés en détruisant la forêt. Voilà. Donc c'est pour dire que tout le monde, et quand je pense à l'Israël, les distributeurs y contribuent aussi, tout le monde essaie d'améliorer le système tous les jours un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? D'abord que comme toutes les industries, et plus généralement comme toutes les activités humaines, les industries agroalimentaires sont fermement conviées à être plus vertes, effectivement. Et les lois qui nous régissent, les y obligent chaque jour. Elles sont de plus en plus contraignantes. Et chaque année, la Commission européenne, l'Union européenne, édicte des lois en disant, là, non, c'est plus possible. Vous faisiez ça, vous le ferez plus. Ensuite, ne pas oublier que pour les IA, les industries agroalimentaires, elles y trouvent leur intérêt, parce que dès qu'elles peuvent faire quelque chose comme ça, elles vont communiquer dessus en disant, vous voyez, mes produits sont vertueux. Et donc, le client, le consommateur est de plus en plus sensibilisé, donc il va être d'accord. Et donc, voilà. Et puis, ce qu'il faut constater aussi, c'est que la recherche ne s'arrête jamais. Pour la préservation de l'environnement des outils industriels, pour la préservation des qualités gustatives des produits, et pour la contribution au ralentissement du changement climatique, il y a toujours des progrès à faire. Et en particulier, ces progrès passent par la modernisation des équipements. De ce point de vue-là, on a un phénomène tout à fait classique. On investit, ça coûte de l'argent, c'est le fait même de reconstruire une usine ou de moderniser une usine va un petit peu polluer, mais après l'usine va être beaucoup moins polluante. Je citais tout à l'heure l'exemple des ateliers ports. Il est évident que moderniser un atelier port, ça fait travailler bien sûr des corps de métier, mais ça va un petit peu effectivement diffuser de la mauvaise, du mauvais gaz, de la mauvaise énergie, etc. Mais après, effectivement, ce sera un investissement, pas simplement financier, mais aussi un investissement au niveau écologique. Voilà, j'ai un petit peu débroussaillé le terrain, et puis on peut laisser les questions venir. Alors, merci beaucoup, Benoît. Alors, juste pour refaire un petit recalage au niveau des dates, parce que vous nous avez dit que l'Union européenne souhaitait atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. En fait, c'est 2050, la 2050. neutralité carbone. Okay. Voilà, pour l'Union européenne. Et 2030, c'est plutôt... Voilà, tout à fait. Et d'ici 2030, c'est réduire de 55% les gaz d'émissions à effet de serre. C'était juste un petit recadrage au niveau des dates. Merci, je l'ai fait en tête, bien fait. Je vous en prie. Alors, donc merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, on se rend compte quand même que l'industrie agroalimentaire, ça a énormément de facettes. On ne pense pas toujours à tout ce que vous nous avez dit. Et là, je pense que voilà, ça nous aide à vraiment bien comprendre ce dont on parle déjà et ce que représente l'industrie agroalimentaire. Alors, vous nous avez donné des exemples très précis. Merci, ça nous aide encore une fois à vraiment bien comprendre. C'est vraiment un domaine dans lequel on a vite aussi beaucoup de préjugés, je pense, et qui a souvent mauvaise presse. Et je pense que vous nous avez démontré aujourd'hui que il y a peut-être eu des moments où c'était mauvaise presse, mais maintenant il y a quand même beaucoup de recherche et d'investissement et pour préserver l'image et améliorer les produits. Alors, on a une première question, notamment, je crois que c'est en rapport avec la viande. La question est simple, c'est « Et si on arrête de manger de la viande, est-ce une solution ?»
Alors, pour moi d'abord, je pense que c'est une question assez théorique. C'est vrai que c'est une idée qui circule. Il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande et c'est tout à fait respectable. C'est tout à fait permis, évidemment, d'arrêter de manger de la viande. Mais la grande majorité de nos concitoyens continuent à manger de la viande et globalement, nous avons une petite réduction de la consommation de viande depuis à peu près une quinzaine d'années, mais elle reste quand même à peu près en proportion, disons que la réduction est peut-être de 10% par rapport à ce que la moyenne des Français, on prend les Français, consommaient il y a 10-15 ans. Voilà. Mais admettons, imaginons que voilà, on se mobilise tous en disant on va arrêter de manger de la viande. Alors d'abord, il faut savoir un petit peu les conséquences que ça va avoir. Je parle pas des conséquences sur le plan purement économique. Vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui vont devoir changer de métier, ça, la question ne se pose pas. Mais simplement du point de vue des incidences en amont. Bon, il est clair que si on arrête de manger de la viande, cela signifie que nous n'avons plus besoin des animaux domestiques. On gardera peut-être des vaches pour le lait. Je ne sais pas trop peut-être qu'on les mangera à la fin quand même, parce que ça serait un peu bête de laisser se perdre la viande de ces vaches. La vache de réforme, c'est de la très bonne viande bovine. Mais voilà, tout le reste, les porcs, tous les autres animaux à l'engraissement, les volailles, je ne vois plus de raison effectivement de continuer cet élevage. Alors, ça laissera effectivement des disponibilités pour pouvoir mettre en pâture, de mettre plutôt en culture les pâtures, c'est-à-dire faire en sorte que les prairies soient retournées et qu'on en fasse des cultures. Pourquoi pas? Et notamment, ça permettrait de faire encore plus, notamment de cultures de protéagineux, puisqu'il paraît qu'on manque un peu de protéagineux en France. De ce point de vue-là, de la protéine végétale, c'est vrai qu'on en manque, ça serait bien qu'on en ait un peu plus. Cependant, il y a deux problèmes. En dehors du fait que si on n'a plus besoin des animaux domestiques, ils vont carrément disparaître. Hein. C'est pas comme les animaux sauvages, on ne va pas les laisser partir dans la nature. Un animal domestique, c'est un animal un peu artificiel, même très artificiel. Il a été sélectionné depuis des décennies, encore une fois même peut-être des siècles. Et aujourd'hui, si vous décidez que vos pauvres vaches, les vaches laitières ou même les vaches à viande, vous les laissez repartir dans la nature, je leur donne pas 3 mois pour pouvoir disparaître purement et simplement parce que elles ne sont plus faites pour vivre dans la nature, elles sont faites pour vivre avec des aliments qui leur sont apportés par l'homme. Elles dépendent de l'homme. Donc d'une manière ou d'une autre, tous ces animaux vont disparaître. Le problème, c'est que nous avons en France des surfaces qui ne se prêtent pas forcément à la culture. C'est-à-dire que toutes ces pâtures, une grande partie de ces pâtures, il n'y aura plus rien dessus, il y aura peut-être des animaux sauvages, mais voilà, ça ira pas bien loin. Et on n'aura plus évidemment envie de s'en occuper, c'est-à-dire qu'on ne cultivera plus la pâture. Alors qu'on la cultive aujourd'hui, il ne faut pas s'imaginer qu'une prairie, ça ne se cultive pas, si ça se cultive. Il faut faire attention à ce que l'on met dessus. Les éleveurs savent très bien qu'il faut semer régulièrement des céréales fourragères pour pouvoir permettre aux troupeaux de vivre. Et donc, il va y avoir un risque de perte. Et en plus de cela, il y a eu des calculs qui ont été faits récemment par l'Institut de l'élevage qui montrent que dans certains cas, il risque d'y avoir un bilan légèrement négatif par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur certaines pâtures. C'est-à-dire que si ces terres reviennent j'allais dire, à la friche, tout simplement, eh bien, elles stockeront moins de dioxyde de carbone que si elles sont pâturées, cultivées en pâture et laissées à l'appréciation de troupeaux de vaches avec des densités qui sont faibles. Hein. Si vous êtes dans le Massif central, vous avez 1-2 vaches à l'hectare, c'est pas ça qui va faire beaucoup d'effet. Donc finalement, le calcul n'est pas si simple et on s'aperçoit que même pour ce biais particulier, on risque d'avoir un bilan qui n'est pas très bon en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc de changement climatique. Donc vous risquez bien sûr de frustrer beaucoup de gens qui pensent que la viande c'est quand même pas si mauvais que ça. D'abord c'est bon à manger et ensuite ça peut être bon aussi pour la santé. Il y a quand même des physiciens qui vous disent souvent, écoutez, franchement, supprimer toute la protéine animale, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça, parce que c'est une protéine qui s'assimile quand même beaucoup plus vite que ta protéine végétale, et beaucoup de diététiciens disent, c'est quand même la remplacer que par la protéine végétale, c'est quand même prendre des risques du point de vue alimentaire, soit être obligé de manger beaucoup plus, moins bien transformé, ça se discute, mais enfin, j'allais dire, la plupart des diététiciens y reviennent. Et puis en plus de ça, donc la santé humaine, les gaz à effet de serre. Alors effectivement, vous aurez moins d'abattoirs, vous aurez moins de choses comme ça. On peut imaginer que de ce point de vue-là, le territoire sera peut-être un petit peu moins pollué. Mais encore une fois, je crois que c'est quand même un peu jouer aux apprentis sorciers. Mais je terminerai en disant que ça me paraît très, très théorique quand même ça.
Mais on pourrait imaginer de baisser un peu, c'est vrai. En particulier, moi, ce que je pense, là, c'est très personnel, mais on pourrait imaginer d'avoir un régime qui diminue pas mal notre consommation de viande. On a une consommation de viande qui est quand même très importante. On approche la centaine de kilos par personne et par an en France. Aux États-Unis, ils en sont à 120. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plutôt à 30, 50. Les Chinois sont à 50, 60. On reviendrait à 50, 60. Ce serait pas forcément, on pourrait, je pense, être en bonne santé en mangeant effectivement moins de viande. Mais à supprimer complètement, ça me paraît, donc au moins à ces deux points de vue, ça me paraît un peu risqué. Pas simplement au point de vue de la santé, mais aussi au point de vue de l'émission de gaz à effet de serre. Après, il faut penser aussi à tous les produits qui sont dérivés, hein. Par exemple, le cuir des animaux, on s'en sert pour faire des vêtements, pour faire des chaussures. Donc, il faudrait aussi trouver des palliatifs. Donc, bien sûr, la fibre végétale, par exemple, mais qui oblige à cultiver davantage de végétaux. Alors, de facto, on se dit les végétaux, ça pollue moins, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a aussi tous les engrais ou les pesticides que l'on répand dessus pour éviter les maladies, etc. Donc, l'un dans l'autre, peut-être que c'est un équilibre, comme vous dites, à trouver entre Oui, toute la consommation, la production, etc. oui. Sont anti-viande, en général, sont très cohérents avec eux-mêmes. Ils sont anti-cuir, ils sont anti-lait quelquefois, etc. Bon, encore une fois, c'est assez logique de se dire, ben, on ne va pas s'arrêter à la viande, il faut accepter de remplacer tout, vous avez raison. Moi, personnellement, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est bien gentil de vouloir tout arrêter d'une minute à l'autre. Je crois que ce qu'il faut, c'est envisager des évolutions longues. De toute manière, commencer à vouloir tout supprimer très rapidement, c'est prendre des risques, effectivement, de ne pas avoir la substitution qu'il nous faudrait et d'être en manque à un moment donné de produits qui nous sont nécessaires pour effectivement largement au-delà de la viande. Ça, c'est évident. Hop, je remets mon micro. Je ne sais pas, est-ce que nous avons des questions qui arrivent ou pas? Non, pour le moment, non. Alors, moi j'avais une question par rapport, vous nous avez parlé notamment, hein, vous nous avez donné l'exemple de la viande bovine qui était importée du Brésil, des industriels ou de certains commerçants qui se rendaient compte que la viande au Brésil ne provenait pas forcément donc de prairies, de vieilles prairies, mais plutôt des prairies récentes et défrichées sur la forêt amazonienne. Euh, Comment ces contrôles sont-ils effectués et est-ce que les entreprises qui vont importer des produits vont faire les contrôles ou peuvent faire les contrôles parce que parfois ils s'en tiennent aussi à la bonne foi finalement un peu de leurs partenaires. Voilà, comment est-ce que Oui, ça peut se faire? eh bien, en fait, ça aussi, c'est important qu'on le sache. Il y a énormément de contrôles qui sont faits dans toutes les directions. Lorsque vous achetez de la viande au Brésil, vous envoyez des équipes de vétérinaires qui viennent vérifier les animaux, la façon dont ils sont abattus, parce qu'on n'a pas parlé d'un point aussi, c'est le bien-être animal. Le bien-être animal procède aussi, comme pour le reste, de la bonne santé humaine. On a envie que les animaux ne souffrent pas trop. Ils vont vérifier d'où viennent les animaux, ils vont vérifier comment ils ont été nourris, etc. Mais nous avons le même phénomène chez nous. Lorsque nous décidons de vouloir vendre, par exemple, de la viande de porc aux Chinois, les Chinois mangent beaucoup de porc, et s'ils en produisent pas mal, ils en achètent aussi beaucoup à l'étranger. Donc nous, Français, les Allemands, les Espagnols, vendent et produisent du porc pour le vendre en partie aux Chinois. Vous avez des visites de délégations chinoises qui durent une semaine, 2 semaines, où ils visitent les abattoirs, ils posent toutes les questions, ils font absolument toute la visite pour vérifier que le produit qu'ils s'envisagent d'acheter aux Français est un produit qui est propre selon leurs normes. Et leurs normes aujourd'hui, elles se rapprochent énormément des nôtres. Vous avez dans tous ces pays-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils ne s'en fichent pas du tout. Ils veulent absolument. En fait, ils ont la même démarche vis-à-vis de leur population que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre population qui est nous-mêmes. Ils veulent nourrir correctement leur population. Et ils veulent absolument prendre absolument aucun risque du point de vue santé pour leur population. Donc oui, des inspections, il y en a absolument partout. Il y a les inspections des pouvoirs publics pour vérifier que la loi est bien appliquée, et vous avez l'inspection privée de l'acheteur qui va dire mais moi je veux être sûr que le produit que j'achète est vraiment propre, à tout point de vue.
Donc tout ça existe, tout ça a été mis en place progressivement, et j'allais dire, ce qui est très intéressant, je reprends l'exemple du Brésil, c'est que il y a seulement 10 ans, vous alliez voir les géants brésiliens de la viande, ils étaient absolument pas concernés par les problèmes de déforestation chez eux, ils s'en fichaient. Ça a été un peu la réflexion qu'a dit le président Bolsonaro en disant c'est un problème brésilien, les étrangers. Il l'a dit, bon, c'était une époque où je crois le président Macron avait dit mais nous sommes concernés par la déforestation brésilienne. Et M. Bolsonaro lui avait répondu, mais pas du tout, ça concerne le Brésil, occupez-vous de vos affaires, la France n'a qu'à s'occuper des forêts françaises et nous on s'occupera de nos forêts. C'est un argument qui ne tient pas longtemps, parce qu'il se rend bien compte que les Brésiliens, vendant dans des pays qui sont de plus en plus sourcillés sur ces questions, diront, mais attendez, on veut être sûr que la viande que nous achetons, elle ne contribue pas directement ou indirectement à la déforestation. Donc tout le monde finit par faire attention. Donc finalement, on est un petit peu sur la chaîne aussi, parce qu'il y a le consommateur qui fait attention à ce qu'il consomme, le produit, enfin l'acheteur, celui qui va acheter le produit, et le producteur. Donc la boucle est bouclée en fait. Ah, la boucle est bouclée. Je crois que je ne crois pas à la vertu en elle-même, mais je pense quelque part que à partir du moment où vous vous adressez à un consommateur qui va payer, vous devez l'écouter. Le client est roi, et le consommateur. Je ne suis pas du tout contre le fait que le consommateur soit sensibilisé à toutes ces questions-là. Au contraire, il faut qu'il le soit. Après, il faut qu'il fasse un petit peu le tri entre ce qui est véridique et puis ce qui est un peu exagéré. Mais quelque part, ça fait progresser tout le monde, hein, ça, dans le bon sens. Encore une fois, si nous revenions 50 ans en arrière pour voir comment nos parents vivaient et ce qu'ils consommaient, on serait horrifié par certaines choses. On serait horrifié par certains produits. Et d'ailleurs, malheureusement, on voit arriver 30 ans après sur certains domaines que tel pesticide finalement était bien plus embêtant, bien plus rémanent, bien plus mauvais pour la santé. Il a fait des dégâts et puis on l'a supprimé complètement. Malheureusement, bon, ça va durer un certain temps. Mais je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est aussi très intéressant, c'est les pesticides qu'on a mis sur la culture de la banane dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, si votre grand magasin peut vous assurer que la banane que vous allez acheter a été cultivée sans mettre de chlordécone, vous allez être très contente et vous l'achetez en préférence à une autre banane qui coûtera peut-être un petit peu moins cher, mais dont vous n'êtes pas sûr que la population qui l'a cultivée ne risque pas d'avoir attrapé des maladies graves, des cancers, parce qu'il y a eu du chlordécone. Tout cela se fait aussi grâce à l'information, hein, à la Absolument. communication, l'information. Parce qu'avant, je pense que peut-être nos grands-parents ne savaient pas ce qui se passait en fait dans ces pays-là, Oui, tout tout à fait. Je crois simplement. que c'était un peu l'idée. C'était dans ces pays-là, et puis aussi dans l'usine d'à côté, on n'y rentrait pas comme ça. Aujourd'hui, on n'y rentre pas non plus comme ça parce que c'est quand même propriété privée, mais encore une fois, des inspections ont lieu. Et vous savez, on voit de plus en plus d'usines qui sont fabriquées de telle manière que l'on puisse les visiter. Il existe en France maintenant des usines ultramodernes où vous avez un couloir de circulation pour les visiteurs pour que les gens voient comment on fabrique les produits. Et c'est très intéressant parce qu'en définitive, il s'agit bien de mettre le consommateur, l'industriel met le consommateur dans sa poche de son côté en lui disant regardez, non seulement j'ai rien à cacher, mais je vous montre même comment je fais le produit de façon à ce que vous soyez rassurés le jour où vous le consommerez. C'est très malin. C'est très malin et c'est un excellent canal de publicité en fait. Alors j'avais une autre question, Benoît, par rapport au pacte vert européen. Alors, le pacte vert européen, on en entend beaucoup parler, en tout cas dans les milieux européens, on en entend beaucoup parler. Je pense que les professionnels aussi en entendent beaucoup parler parce que ça touche vraiment tous les secteurs. Et est-ce que ce pacte vert européen qui a quand même été mis en place en 2019, qui s'est progressivement là, qui est monté en puissance et qui maintenant est vraiment sous-jacent dans toute la politique de l'Union européenne, tous les programmes, vraiment toutes les politiques de l'Union européenne, est-ce que ce pacte vert européen, cette mise en place du pacte vert européen, a fondamentalement changé les habitudes et les objectifs de l'industrie agroalimentaire, ou est-ce que finalement il va aussi dans le sens de l'industrie agroalimentaire? Alors, je pense que, il va avoir une incidence très forte sur la façon dont on va évaluer toute notre filière agroalimentaire, depuis l'agriculteur jusqu'au distributeur. Il a en particulier une composante très grande et c'est toutes les le cœur de la nouvelle
des nouvelles années du Green Deal, de l'actuel Green Deal. Je sais pas, c'est le pacte vert, et puis, comme on dit, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on dit, c'est bien de produire, mais maintenant, il faut clairement produire avec beaucoup moins de pesticides. Il faut clairement produire avec des règles renforcées en termes d'environnement, etc., etc. Alors, dans un premier temps, notamment les agriculteurs ont dit, mais si on fait tout ça, on risque de produire moins, nous allons avoir une baisse des rendements. Et la réponse de la Commission, mais en fait la réponse des États, tout simplement, c'est-à-dire la réponse de nos dirigeants, ça a été de dire, oui, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de ça, on va essayer de faire en sorte que le progrès technique compense au fur et à mesure, notamment à travers la génétique, etc., les risques de baisse de rendement, du fait que, par exemple, vous mettrez moins de pesticides dans les champs, mais en même temps, vous allez aussi contribuer à améliorer encore l'environnement dans lequel vous évoluez. Et ça, c'est très intéressant parce que ça représente une idée très forte, et surtout dans un pays comme la France, où nous avons quand même un resserrement des populations autour des villes, où nous avons quand même des territoires qui sont, j'allais dire, je n'ose pas dire délaissés, mais qui sont de moins en moins peuplés, mais qui existent quand même, qui appartiennent à la France, et dont il faut bien s'occuper. C'est que les agriculteurs, et en général les gens qui vivent en zone rurale et qui entretiennent cet espace rural, eh bien, ce sont aussi des gens qui ont un rôle territorial. Ils ne sont pas simplement là pour produire, ils sont aussi là pour produire, mais pour préserver leur territoire. Et il est prévu dans les règles d'attribution, notamment des aides agricoles, que ces aides aillent de plus en plus vers des aides à l'amélioration de l'environnement. Et donc l'agriculteur, oui, il y aura une partie de ces aides qui va être moins sur la production, et plus sur l'entretien j'allais dire, du substrat, du territoire qui va travailler. Donc finalement, l'un dans l'autre, il va gagner à peu près autant d'argent, on peut espérer, en tout cas le but c'est ça, c'est gagner. Il gagne sa vie en produisant peut-être un petit peu moins, en produisant plus propre, et puis peut-être en espérant quand même qu'il produira un peu plus par la suite, parce que les choses finiront par revenir. Mais il y a effectivement un changement de point de vue très intéressant. On est passé dans différentes périodes en Europe. Il y a eu une période qui remonte après la guerre et qui a duré quand même jusque dans les années 2000, où il s'agissait de produire le plus possible. Il s'agissait d'être autosuffisant et même un petit peu au-delà. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là, et notamment de notre pays en France. Alors c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu de voir la production généralement baisser. Est-ce qu'en volume c'est grave? Je ne le pense pas. En valeur, oui, c'est un petit peu embêtant parce que si ça baisse en volume et que ça reste stable en valeur, on risque effectivement de se retrouver avec un peu de déficit commercial sur la partie agricole et agroalimentaire. Ce serait dommage. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est améliorer encore la qualité. La qualité, ça se vend, ça vaut de l'argent. Les gens sont prêts à payer pour la qualité. Ils ne sont plus prêts à payer pour n'importe quoi, mais pour la qualité, si. Et donc, c'est le chemin qui va sans doute être pris pour les 6 ou 7 ans que va durer cette grande période, puisque c'est des périodes de 7 ans pendant lesquelles les budgets sont décidés. Voilà, j'essaie un peu de répondre à ce qui se passait. Mais ce que je dis là est tout à fait compatible avec ce que j'ai pu dire précédemment, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on allait vers encore plus de préservation de la santé et de l'environnement. Merci. On entend souvent que justement, il peut peut-être privilégier les circuits courts. Donc que les circuits courts, c'est plus vertueux, etc., que l'industrie agroalimentaire qui pourrait faire venir les choses de loin ou produire dans le sud de la France et le faire remonter au nord, etc. Mais est-ce que si nous avions une industrie agroalimentaire uniquement finalement peut-être locale, est-ce que ça pourrait suffire à la subsistance aussi d'un pays comme la France, mais aussi de toute l'Europe, parce qu'on ne peut pas produire tout dans tous les pays européens. Alors, les circuits courts, votre question sur les circuits courts me fait énormément penser à la question sur le fait de ne plus manger de viande tout à l'heure. Les circuits courts ont leur place, ça fait pas l'ombre d'un doute. Je ne pense pas que demain, il n'y aura plus que les circuits courts. De toute évidence, le circuit court est un des éléments qui permettent d'offrir un panier complet aux consommateurs. Voilà.
C'est-à-dire que tous, tant que nous sommes, de temps en temps, on est très content d'adhérer à une AMAP, de voir arriver des légumes qui viennent du coin d'à côté. On va sortir ce week-end, tiens, on vit en Touraine, on vit dans une région où il y a du vin, on ira faire un petit tour des caves, on achètera des bouteilles, on en discutera directement avec le producteur, ce sera très agréable. Et puis il y a aussi des moments dans la semaine où on n'a pas le temps, où on est content d'acheter un sandwich tout fait, je citerai pas de marque, mais sous plastique, chez le distributeur d'à côté, en se disant, ben voilà, j'ai 10 minutes pour manger mon sandwich euh, au jambon, voilà, que je vais peut-être d'ailleurs payer assez cher si je fais la somme de ce que ça a coûté en termes de pain et de jambon à celui qui me l'a mis sous plastique, voilà, et qui est un industriel, lui. Bon, je crois que les circuits courts ont beaucoup d'avenir, ils peuvent encore se développer, mais les circuits courts, ça correspond à à un métier très particulier d'abord, et à une demande très particulière. C'est une demande plus conviviale, et pour y répondre, il faut aussi que le producteur il soit aussi plus convivial. Les gens qui font les circuits courts, les producteurs, les agriculteurs qui font les circuits courts, ce sont des gens qui exercent en général 3 métiers, là où la plupart des agriculteurs n'en exercent qu'un. L'agriculteur qui n'exerce qu'un seul métier, c'est celui qui produit. Et il a pour mission de produire le plus possible, la plus grande quantité possible, d'avoir les meilleurs rendements possibles. Mais celui qui fait des circuits courts, il est producteur, bien entendu, mais il est aussi transformateur, c'est-à-dire que par exemple, s'il a des chèvres, ben, il va faire du fromage de chèvre. S'il a des légumes, il va les préparer, les mettre en barquette. Et puis, il faut qu'il les vende, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un bon sourire à la fin de la semaine sur les marchés qu'il va faire pour pouvoir les vendre à ses consommateurs. Donc, c'est quand même, tout le monde ne sait pas faire ces 3 métiers-là. Il y en a qui savent le faire, et c'est très bien, ça permet de gagner bien leur vie. Et je crois que chacun a sa place. Mais il y a une complémentarité de façon, encore une fois, à ce que le consommateur trouve partout où il va exactement ce dont il a besoin. Merci Benoît. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je n'ai pas l'impression. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce que vous nous avez dit. Merci encore et désolé encore hein, pour ce petit problème technique du début. Et donc, dans tous les cas, ce café sera visionnable à nouveau en replay. Donc, voilà. Bon, même si vous n'avez pas pu y assister ce soir, ce sera visible à nouveau sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup, Benoît. Merci. Et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, de très bonnes fêtes de fin C'est d'année. facile. Et puis, Merci. encore une fois, merci. Et à très bientôt, donc à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Nous vous retrouverons l'année prochaine pour de nouveaux cafés européens, soit en numérique, soit en présentiel. Nous le verrons suivant les restrictions sanitaires. Merci et bonne soirée. À bientôt. Bonsoir.